La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. On ne connaît que trop bien maintenant ce pays qui nous paraissait si lointain avant le 24 février 2022. L'Ukraine est au centre de l'attention mondiale et cristallise, peut-être malgré elle, les tensions géopolitiques de notre temps. Mais connaît-on vraiment ce pays ? Connaît-on vraiment ce qui fait une nation et son histoire, c'est-à-dire ses habitants ? Nous recevons aujourd'hui Dimitri Lobikov, entrepreneur ukrainien, expat, exilé en France. Dimitri, on s'est rencontrés grâce à une amie commune qui a hébergé dès le printemps 2022 une de tes connaissances qui a quitté l'Ukraine suite à l'invasion du pays par les Russes. Dimitri, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on commence par une question traditionnelle. Comment est-ce que tu décrirais l'endroit dans lequel on se trouve là, le petit studio de Saint-Paul ? Je le trouve magnifique. Il est vraiment fait avec l'âme. Je vois aussi une très bonne isolation qui est faite. C'est très agréable d'être là. On sent l'expert en immobilier du coup. Oui, on peut me considérer, oui. Alors, avant de rentrer dans les détails, on commencera par ton parcours pour savoir qui tu es, d'où tu viens et d'où tu parles et d'où tu vas nous raconter tout ce que tu nous raconteras par la suite. Mais quel rapport entretiens-tu avec la France ? Tu as un rapport particulier, je crois, avec la France qui date d'il y a très longtemps. Oui, tout à fait. Ça commence par mon enfance. Quand j'ai terminé mon étude à 18 ans, je me suis décidé d'aller en France chercher mon père et mon frère. Et donc, du coup, j'ai pris ma guitare, j'ai préparé ma valise et j'ai pris l'avion jusqu'à Paris où j'ai rencontré mon père qui m'a emmené chez lui à Lille. Et du coup, j'ai vécu quelques temps à Lille avec lui. Et de Lille, alors aujourd'hui tu habites à Annecy. De Lille, comment est-ce que tu arrives à Annecy ? C'était par le voie professionnelle, en fait, de travail. J'ai signé un mandat de reconstruction d'une maison individuelle à Nernier. C'est à côté de Genève, au bord du lac de Genève, on va dire, de Liman plutôt. Et du coup, j'ai décidé de déménager carrément dans cette région magnifique avec les montagnes et nature. Alors, tu es né en 1989 et quand tu es arrivé à 18 ans en France, tu as quelque part changé de prénom parce que ton prénom en Ukraine, c'est pas Dimitri. Oui, tout à fait. J'étais toujours Dmitro, donc en Ukraine c'est Dmitro. Tout le monde m'appelait Dima, c'est diminutif. Et en France, du coup, je suis Dimitri en fait, comme Dimitri Payet. Est-ce que du coup ça pose une question déjà sur l'identité ? En fait, tu as quand même abandonné quelque part l'Ukraine ou une partie de ta partie ukrainienne pour vivre en France et faire le choix, qui est quand même pas anodin, de vivre dans un pays qui est à des milliers de kilomètres du tien. C'est une très bonne question et elle est très actuelle pour moi parce que c'est déjà 2 fois que je me pose les questions qui je suis en fait, quel est mon prénom ? Parce que j'ai vécu, en fait, j'étais né à Lugansk, c'est à l'est du pays, de l'Ukraine. Et mon région, elle était déjà russophone, en fait, quand j'étais né. Ça veut dire que c'était déjà, on va dire, la Russie, elle est déjà s'intégrer, en fait, à cette partie de l'Ukraine. Et mes parents, ils ont parlé russe. Et donc, du coup, en russe, mon prénom, c'est Dmitri. En ukrainien, c'est Dmitro. Quand j'ai allé, par exemple, à Kiev ou plus loin à Ivano-Frankivsk, j'étais Dmitro. Et quand j'étais en est de pays, j'étais Dmitri. Et du coup, quand je suis rendu en France, tout le monde m'appelait Dimitri. J'ai essayé de dire Dmitri, mais tout le monde dit « Ah oui, Dimitri ». Oui, j'ai dit oui, Dimitri. Et puis, du coup, je suis revenu à cette question-là maintenant, quand la guerre est commencée, qui je suis en fait. Est-ce que je suis Dimitri ? Est-ce que je suis Dmitri ? Ou est-ce que je suis Dmitro ? Là, j'ai décidé d'être Dmitro,
parce que du coup, ça me met vraiment très très bien dans mon âme en fait à l'intérieur que je suis ukrainien en fait et je suis Dmitro. Surtout qu'en 89, quand tu nais, certes il y a la chute du mur de Berlin, mais l'URSS est encore là. Donc il y a une Russie avant et après 91, la chute de l'URSS. La guerre est notre guerre en fait, avec la Russie, avec le communisme, avec cette machine. Elle dure déjà plus que 100 ans. Vraiment, on a vécu beaucoup, enfin notre histoire est vécue beaucoup en fait des combats contre la Russie, contre l'Union soviétique et ce système. Que notre peuple est en combat déjà très très longtemps. Et est-ce que, parce que j'ai cru trouver que ukrainien dans l'étymologie en russe, ça veut dire bout, extrémité, périphérie. Est-ce que c'est une provocation ? Oui, c'est une propagande. C'est des clichés russes qui s'intègrent partout, un peu partout. C'est vrai que le nom Ukraine, le nom de pays Ukraine, ça veut dire la patrie, ça veut dire là où je suis né. Mmh. Oui, donc ça correspond tout à fait à l'histoire que tu es en train de nous raconter. Alors comment est-ce que tu arrives à l'immobilier ? En fait, ça commence par l'inspiration de mon grand-grand-père, qui était général, qui a construit une piscine municipale à mon ville et certains bâtiments. Et ma grand-mère, du coup, qui m'a vécu, qui m'a grandi. Qui t'a élevé ? Qui m'a élevé. Ouais. Du coup, elle a fait un champion de nage dans cette piscine, en fait. Et ça m'a beaucoup inspiré. Disons, mon grand-grand-père a construit une piscine. Et quand je suis, en fait, grandi, je me suis dit, ce serait bien de... Je veux construire des piscines. Voilà, je veux construire. Mais tu nages ? Tu fais de la natation ? Oui, je fais de la natation. Aujourd'hui, je suis en réhabilitation parce que j'ai fait la luxation il y a quelques mois. Mais oui, effectivement, j'avais abonnement à vie, abonnement gratuit à vie en fait dans cette piscine. Ma grand-mère avait aussi. Et du coup, toute mon enfance, j'ai fait. Et tes enfants l'auront aussi ? Si on va récupérer notre région, j'espère. Oui, parce que c'est une des régions qui aujourd'hui sont annexées par la Russie. Oui, depuis 2014. Oui. Ouais. Donc la Crimée en fait. La Crimée est partie est, c'est plutôt partie est en fait, Lugansk, Donbass en fait. Parce que tu dis aisément que tu as une part de Russie en toi, culturellement, il y a quelque chose qui est perméable et qui évidemment est influencé. Et pourtant, tu dis toi-même, il y a ce combat permanent et historique avec la Russie. Est-ce que ça doit complètement se batailler à l'intérieur de toi ? C'est très contradictoire, non ? Depuis 2014, j'ai commencé à me poser ces questions, en fait. Qui je suis ? Est-ce que je suis ukrainien ? Est-ce que je suis russe ? Mais pourquoi je suis russe si j'habite en Ukraine ? Donc, pour être honnête, en fait, j'ai pensé effectivement que j'ai une partie russe avant. Mais après, quand je suis rendu à Moscou, par exemple, à Russie, je me suis dit, mais ils sont complètement différents que moi, en fait. C'est pas du tout, en fait, comme moi. Et puis, maintenant, culturellement, tu veux dire, dans les attitudes, dans les traditions. Effectivement, elles écoutent la différente musique, différents points de vue sur l'histoire, différentes vues sur les valeurs. Donc vraiment, c'est pas du tout moi en fait. En fait, j'ai regardé comme d'un miroir et j'ai vu autre personne. Quand j'ai regardé en russe en fait. Et du coup en fait je me reposais la question en fait, pourquoi en fait j'ai pensé que je suis russe en fait, pourquoi j'ai pensé que je parle russe et j'ai à moitié russe, mais même si jamais en fait été en Russie. C'était une propagande qui a duré en fait toute ma vie, même avant. Mes parents aussi sont pensés qu'ils sont russes. Par exemple, mon père a pensé qu'il est russe. Maintenant, il a changé bien sûr la vie comme une personne normale, avec éthique, avec les valeurs.
Du coup, sa propagande, elle est vraiment marché très très bien avant, en fait. Et du coup, on a pensé que si on parle russe, nous sommes un peu russes. Mais comment à ça on pourrait te rétorquer qu'il y a plusieurs Russies, que le pays est tellement grand qu'évidemment même culturellement, même historiquement, le peuple russe c'est pas une unité, c'est une diversité de la moitié du monde, d'une grande partie du monde terrestre. Je pense pas que la Russie c'est une forme de vie qui est diversifiée. On va dire la Russie c'est quand même une nationalité la Russie a occupé la Tchétchénie, Moldavie. Maintenant Biélorussie, maintenant il essaie d'occuper l'Ukraine. C'est une forme de communisme qui essaye de occuper les territoires, en fait, pour reprendre par la suite les ressources. Tu parles de forme de communisme alors que encore aujourd'hui, parce que le communisme en Russie a priori s'est éteint en 91. On va dire oui, effectivement, mais quand on voit la communication russe, quand on voit en fait ces outils qu'ils utilisent dans sa propagande, ils inversent les choses. Ils disent noir c'est blanc, blanc c'est noir. Et après, bien sûr que le communisme n'existe pas, mais les outils qu'ils utilisent, c'est depuis ces anciens outils de propagande, anciens outils de combat, anciens outils de occupation des pays voisins et les valeurs en fait de l'ancien communisme en fait. Mais est-ce que, en t'entendant, je me dis que finalement, on pourrait dire simplement que tu es culturellement, tu as une part de Russie en toi, mais que tu rejettes par contre totalement la politique de la Russie. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une question de valeur, c'est une question d'éthique. Tu as utilisé ce mot d'éthique, de morale, en disant que les gens normaux, évidemment, se lèvent, se dressent contre ces valeurs et cette morale ou cette immoralité de la Russie. Effectivement. Quand je vois une mère qui pleure, une mère ukrainienne qui pleure, qui disent je veux récupérer le corps de mon fils, qui est combattu pour protéger sa patrie, sa famille, ses amis. Et quand je vois une mère russe qui disent vous avez, mon garçon, il était tué en Ukraine parce que on va battre pour notre président, pour notre tsar. Et moi, je vais encore nourrir plusieurs fils. Donc, j'ai pas vraiment... elle n'a pas vraiment, en fait, même valeur que nous. Et du coup, bien sûr que moi, je suis du côté, en fait, Ukraine, côté démocratique, et je veux absolument pas que le communisme dispatche, en fait, sur notre planète, et les valeurs de impérialisme qui continuent de se développer. Est-ce que ça voudrait dire que tu te sens plus européen que russe ? Alors évidemment, puisque tu vis en France, mais c'est quand même un mouvement qui a une grande place en Ukraine. Absolument. Depuis une année, un peu plus maintenant, je vis dans le contexte de guerre, en fait. On s'est réunis, tous les Ukrainiens se réunissent avec les alliés européens, américains, en fait, pour battre ce ennemi, la Russie, communisme. Donc c'est notre ennemi, on va dire. Je me sens pas russe, donc je me suis trompé quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Maintenant, quand je connais mon identification, je suis ukrainien, je suis européen, et mes valeurs c'est démocratie, la liberté, le joie, bonheur et vie. Mais si tu as ces valeurs-là qui ont l'air chevillées au corps et qui sont importantes pour toi, et dans ton identité, tu es ukrainien, tu le dis, on pourrait te rétorquer, et pardon pour la provocation, mais on pourrait te rétorquer que, du coup, qu'est-ce que tu fais encore en France, là ? Pourquoi t'es pas en Ukraine pour aider tes cousins, etc. C'est une bonne question que je me suis posée depuis le début de la guerre. Pourquoi je ne suis pas au front ? Je conduis la voiture pas mal. Je peux être, par exemple, un chauffeur. Je connais pas la profession d'armée. J'ai jamais fait l'armée.
Mais je me suis dit, je peux être utile, effectivement. J'ai pris cette décision consciemment. Donc, je me suis dit, je peux aider, mais dans un autre front, derrière. Je peux travailler, je peux gagner, je peux faire les dons, je peux payer les impôts en Ukraine, je peux faire un front plutôt financier. Et aussi être volontaire, un bénévole pour aider des personnes déplacées en France aussi, en tant que traducteur, en tant que conseiller, par exemple, toute la partie bureaucratique en France, les cartes grises, trouver un logement, etc. Et aussi, je fais aussi un chauffeur, donc je dépose les voitures jusqu'à Pologne, en fait, pour par la suite amener jusqu'à Front. Et juste pour t'expliquer comment je suis arrivé en fait en France, le 22 février, c'était mon anniversaire, 22 février quand la guerre a commencé, en fait l'année quand la guerre a commencé, l'année dernière. J'étais invité à Dubaï à l'exposition Expo 2020. C'était une exposition d'architecture. Moi-même, je suis beaucoup passionné de l'architecture et j'allais pour visiter cette exposition. Et le 22 février, c'était mon anniversaire. J'ai fêté, c'était bien. On a bu le champagne, c'était cool. Et puis, 24, la guerre est commencée et je me posais la question, je vais où ? Est-ce que je retourne en Ukraine parce que tout le monde, en fait, tous mes amis, tous mes proches, a posé la question, on fait quoi ? Est-ce qu'on quitte le pays ? On va où ? On va à l'ouest du pays où il n'y a pas de bombardement. Et du coup, en fait, j'ai en fait aidé de diriger en fait j'ai observé les cartes. Est-ce qu'il y a les avions ? Est-ce qu'il y a les trains ? Est-ce qu'il y a les bus ? Quelles routes sont plus chargées que autres ? Et du coup, on avait pour le but de se retrouver quelque part à l'ouest du pays. Et puis, je me suis dit, je vais à Roumanie. De Dubaï, je vais à Roumanie, à Bucarest, pour communiquer depuis là-bas. Voilà. Donc, j'ai passé un mois là-bas. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aller en France, parce qu'en Ukraine, je ne vais pas rentrer. Personne maintenant à Kiev. Je ne sais pas comment faire. Donc, je me suis dit... je vais revenir en France, voir que je parle français, j'ai une voiture, j'ai mon société, donc je peux continuer à travailler et gagner l'argent en fait, et faire les dons de mon fonds. Tu as encore de la famille qui est en Ukraine ? Du coup, non. En fait, j'ai juste mon père et mon frère qui est en France. Du coup, j'ai plus de la famille en Ukraine, sauf mes proches, mes amis, ma ex-copine avec mon chat qui est à Kiev. On est ton ex-chat ou ton Non, chat? non, on le partage encore. On a gardé entre nous cette chat. Voilà. Et du coup, en fait, on est resté dans de très bonnes relations et toute sa famille, je me considère aussi comme ma famille. Donc, je me suis dit, bien sûr, j'ai des proches là-bas. Ils sont à Kiev. Oui. Et tu arrives à avoir des nouvelles régulièrement depuis un peu plus d'1 an. Oui, tout à fait. On s'appelle presque chaque jour. On échange les news. Oui, effectivement. Et qu'est-ce que tu dis des volontaires français ou même européens plus globalement qui, quand la guerre a commencé, se sont dit mais je peux pas rester sans rien faire, il faut que je m'engage, alors que ils se sont pas dit ça quand il y a eu la guerre en Syrie, quand il y a eu la guerre en Irak, etc. Mais là, pour l'Ukraine, tout à coup, en France, on se sentait plus concerné. Pourquoi ? Enfin, comment tu analyses ça et comment tu regardes ça, étant donné que l'Ukraine, avant ça, c'était quand même très loin pour nous les Français. On situait grosso modo un grand pays par là-bas, mais c'est à peu près tout, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, quand je suis venu en France en 2009, quand je me suis dit je suis ukrainien, les gens m'ont demandé mais c'est où ? C'est la Russie ? C'est à côté de Russie ? Ah ouais, c'est à côté de Russie. Ah, ok. Et je me présentais, oui, je suis russe en fait.
pour faciliter en fait la communication. Oui, avant, les Français ne savaient pas du tout en fait où ça se trouve l'Ukraine. Maintenant, tout le monde connaît. Malheureusement, tout le monde connaît, on va dire, grâce à cause de la guerre. Mais aujourd'hui, je vois que les Français s'approchent beaucoup aux valeurs ukrainiennes. Donc, nous sommes réunis en fait, et cette réunion des Ukrainiens, je pense, s'inspire aussi les autres pays, aussi européens. On dit que les pays européens aujourd'hui sont réunis aussi, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il faut se réunir. En fait, c'est le temps de se réunir et pour renforcer nos capacités pour combattre en fait l'ennemi. Du coup, c'est la guerre, ok, mais c'est la guerre contre quoi? Parce qu'à t'entendre, c'est pas tout à fait la guerre contre la Russie, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, c'est la guerre c'est la guerre pour protéger en fait nos valeurs. Donc, si aujourd'hui on décide de ne pas gagner cette guerre, du coup, le communisme, en fait, les valeurs de construire les impéries, de tout consommer, tous les pays. Donc, on va se retrouver dans le monde qui sera dans les bras des tyrans, des dictateurs, et ce ne sera pas du tout, en fait, nos valeurs européennes. Donc là, aujourd'hui, on bat pour les valeurs. Également, la France se bat aussi également pour la stabilité financière parce que aujourd'hui, il y a une stagnation des marchés, même la crise humanitaire et crise également financières qui se produisent en ce moment. Et bien sûr que pour stabiliser l'état financier de pays, il faut terminer la guerre. Et c'est pas par voie de négociation, en fait. Bien sûr que chaque guerre se termine par négociation, par signature de l'acte du paix par la suite. Mais effectivement, aujourd'hui, nous devons en fait battre le terroriste Poutine, en fait, pour par la suite signer l'acte définitif de fin de la guerre. Mais battre le terroriste Poutine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire récupérer la Crimée, qui aujourd'hui est clairement, en tout cas côté russe, annexée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, par exemple, tu crois en la récupération de la Crimée par l'Ukraine? Oui, tout à fait. Moi, j'écoute des news en fait chaque jour, et aujourd'hui, nos porte-paroles qui sont en fait militaires, en fait, les porte-paroles militaires, qui nous disent que nous préparons la contre-attaque et le Crimée sera les occupants sera extensé. Bien sûr qu'on va d'abord, en fait, notre priorité, c'est de faire sortir les ennemis de notre territoire. Et puis, par la suite, je pense que ce sera grâce à tous les pays que nous devons arriver à dématérialiser la Russie, et puis d'essayer de supprimer la propagande déjà dans son pays, en fait, pour que cette guerre ne se reproduise par la suite. Mmh. Et du coup, ne se reproduisent pas ni en Ukraine, ni ailleurs. Ni ailleurs, effectivement. Mais attention, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un expert en guerre, c'est mon opinion personnelle. Oui, après, tu discutes beaucoup avec la diaspora, comme tu le dis, tu t'informes aussi par les canaux européens, mais par les canaux ukrainiens aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Alors tu opposes souvent, du coup, tu allies, même tu fais l'amalgame entre communisme et totalitarisme. Pour toi, du coup, le communisme est forcément totalitaire. Oui, effectivement. Dans tous les cas, il n'existe pas une forme absolue de communisme ou de totalitarisme. C'est toujours les formes un peu mélangées. Et là, on voit en fait une forme de totalitarisme qui est communisme, en fait, et encore quelque chose. Et peut-être même un peu de démocratie, parce qu'il y a une voile de démocratie, en fait, parce qu'ils nous proposent ça sous une voile
comme quoi vous pouvez choisir votre président, vous pouvez en fait sortir sur les places et faire les manifestations. Même on voit que ça se termine mal dans ces pays. Mais c'est des formes qui sont c'est des formes de totalitarisme et communisme. Et quel est ton regard sur l'état de la démocratie en Ukraine avant la guerre ? Moi, j'ai quitté l'Ukraine à 18 ans, donc j'ai un peu discuté avec mes amis, et mes amis m'ont dit que c'est compliqué. Il y a une forte corruption, c'est pas possible de faire un business de moyenne taille, de petite taille ça va, mais de moyenne taille parce que il y a en fait il y avait Yanukovych, ancien président, qui a récupéré les business en fait. Il est venu avec force de l'ordre et expulsé les dirigeants reprenant ces business. Donc c'était sous la protection de terroristes Poutine. Et puis du coup, quand on a fait une révolution pour protéger nos valeurs européennes, et le président Yanukovych a quitté le pays en Russie. Maintenant, il se trouve à Russie. Donc là, tu parles de la révolution de Maïdan en 2014. Oui. Alors justement, est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour le Kidam ? Alors évidemment, on entend parler de cette révolution de Maïdan, on entend parler de l'annexion de la Crimée déjà en 2014 par les Russes, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là exactement ? Tu étais déjà en France, mais j'imagine que tu as suivi l'affaire de près. Oui, tout à fait. J'ai pris l'avion en Ukraine en 2014 et dans l'aéroport, je vois New York Times et bourdonnement, la bombe à la missile a tombé sur la place à Lugansk. Lugansk, c'est ma ville où je suis né. Où il y a la piscine. J'étais choqué, effectivement, il y a ma piscine. Et du coup, j'étais choqué, je me suis dit, mais ça peut pas être dans ma ville. New York Times, ma ville, c'est deux univers différents. Et je me posais déjà la question, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'était le début de invasion russe. Donc, par quoi est commencée cette révolution ? Yanukovych a essayé de signer l'acte qui a entré en fait les valeurs russes, les lois russes en fait dans notre pays. Donc non copropriétaires a vu ça et ils sont sortis sur la place Maïdan. Du coup, aussi, il y avait aussi des étudiants qui sortaient aussi également pour renforcer le proteste. Du coup, la police a commencé à tirer et battre les étudiants. Du coup, tous les parents sont sortis et puis ils sont continués en fait battre les parents, les étudiants, les enfants. Donc chez nous, on peut pas battre les enfants, sinon tout le pays va sortir. Du coup, c'est ce qui est passé. En fait, tout Kiev a sorti, tout Kiev a commencé se battre pour ce loi et après par la suite pour les étudiants, pour les enfants, pour les protéger, pour dire que maintenant vous dégagez. Et du coup, Yanukovych a donné un ordre de tirer, avec la force de faire sortir, en fait, faire entrer les gens chez eux. Chez nous, ça marche pas. On était jusqu'à bout. On a brûlé les roues, en fait, pour faire un fumée, pour que les snipers ne pouvaient pas tirer. Du coup, on est allé jusqu'à bout. Et on a une 5e personne qui a été tuée pendant cette révolution. Maintenant, quand vous venez à Kiev, il y a une ruelle avec toutes ces photos et ça s'appelle en 5e scène. 7e scène. Voilà. Et depuis 2014, du coup, l'état de la démocratie en Ukraine ?
Parce que ça a changé des choses, du coup, Oui, cette oui. révolution. Il y a un avant et un après, très clairement. Tout à fait. Après, Yanukovych, l'ancien président, il est parti à Russie. On avait un autre président qui a repris, Poroshenko, qui a repris le pouvoir. Et il a essayé de faire quelque chose, mais clairement, il n'a pas réussi. Je peux pas savoir s'il est. C'est sûr que lui, il n'est pas pro-russe, mais quand même, il n'était pas un force comme Yanukovych d'arrêter la guerre. Donc du coup, sous sa pouvoir, il n'a pas pu en fait ni négocier ni faire quelque chose, et donc il a cédé le Crimée pour le but d'arrêter la guerre à Lugansk et à Donbass. Mais on sait maintenant qu'avec Poutine, avec le terroriste Poutine, on ne peut pas négocier. Du coup, chaque notre faiblesse, il va l'utiliser, donc il va continuer parce que son but, c'est de supprimer en fait l'Ukraine. Comme lui, il a dit que l'Ukraine, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister en fait. Du coup, son but, c'est de supprimer l'Ukraine de l'histoire. Mmh. Et donc, tu le dis très clairement et tu l'affirmes encore aujourd'hui, il n'y arrivera pas, il ne passera pas. Non. Maintenant, on voit que notre peuple, elle est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, notre histoire, elle est beaucoup plus ancienne que l'histoire de Russie, en fait. On voit que nos valeurs sont beaucoup plus stables, plus fortes. Et nous avons beaucoup des alliés. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Et grâce à l'aide, bien sûr, aujourd'hui, on a besoin encore les avions de chasse, les échars aussi. Aussi, nous avons besoin des missiles. Il faut qu'on continue, en fait, aider à l'Ukraine. On a besoin de ça pour faire la victoire. Donc, si le gouvernement nous attend, merci de faire le nécessaire. Alors, effectivement, là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Certains historiens, effectivement, placent certaines des origines de la Russie en Ukraine. Donc l'Ukraine serait plus vieille et aurait une histoire plus longue que celle de la Russie elle-même. Oui. Les études en histoire nous disent que l'Ukraine, je ne suis pas historicien, je ne connais pas trop l'histoire, mais l'étude en histoire nous disent que notre pays est plus âgé que la Russie. L'histoire est commencée par Kievska Rus, je ne sais pas comment dire en français, et du coup, il y avait quelqu'un en fait de pouvoir qui a quitté cette Kievska Rus et qui n'était pas bien traité en fait dans Kievska Rus, qui a quitté et qui est allé à Moscou pour créer une nouvelle impérie. Et elle a commencé à créer avec Mongolie, elle a commencé en fait à créer là-bas le pays, et du coup c'était déjà après la Russie en fait par la suite. Tu parles souvent de terroristes Poutine, c'est fort quand même comme... c'est officiel. Maintenant c'est officiel. C'est officiel par qui ? Tribunal de Gag. D'accord. Parce que j'explique, lui il a volé des enfants, oui. Volé et tué les enfants en fait. Oui. Du coup, oui, et du coup, condamné, effectivement, lui et je crois la ministre des Affaires étrangères ou quelque chose comme ça, qui ont été condamnés, oui. Par crime de guerre et crime contre l'humanité. Tout à fait. On a beaucoup entendu parler, surtout au début de cette guerre, des néo-nazis, des groupuscules néo-nazis qui avaient en Ukraine, ou qui avait potentiellement, tu vas nous le dire. On a eu en France beaucoup de reportages dans tous les sens. Qu'est-ce que tu peux nous dire et comment tu vois ces groupes néo-nazis ? Alors, si ce n'est que, effectivement, Poutine a pris ça comme excuse pour dire il faut supprimer ces nazis, mais même sans cette propagande, il y a quand même des groupuscules néo-nazis et qui étaient a priori pas très éloigné du pouvoir. Écoute, j'ai vécu en Ukraine 18 ans. J'ai jamais eu en fait le sentiment que je suis dans le pays qui est extrême.
même l'effet que j'ai habité à Lugansk qui a parlé russe et il y avait aussi une partie de l'Ukraine en ouest qui a parlé ukrainien. Il y avait toujours cette question de langue que nous devons quand même parler en Ukraine, à l'Ukraine, en ukrainien à l'Ukraine. C'était toujours démocratique, c'était toujours en fait discussion, mais ça n'a pas allé jusqu'à quelque chose d'extrême. Et puis donc là, c'est une propagande pure, en fait. Quand le terroriste Poutine dit que tout le monde est terroriste, bien sûr que c'est lui qui est terroriste. Et pareil pour néo-nazis, c'est lui qui est nazi, en fait. Donc il inverse les choses, en fait. C'est des méthodes de propagande. Mais en Ukraine, nos valeurs, bien sûr que là, on voit que les pro-ukrainiens, les gens qui protègent nos valeurs, en fait, qui disent que l'Ukraine doit parler ukrainien, qui sont aujourd'hui plus forts, en fait, qui parlent plus fort parce qu'aujourd'hui, nous devons se réunir et nous devons, en fait, quand même voir qui est qui, en fait. C'est très difficile sur le front, quand tout le monde parle russe, en fait, de comprendre qui est l'ennemi, qui est ukrainien. Donc du coup, je pense qu'il y a le sens dans cette partie de discussion concernant la langue. Je pense que l'ukrainien doit être quand même en langue officielle, enfin il est déjà en langue officielle, mais en langue principale en Ukraine. Qu'est-ce que tu appelles néo-nazi, en fait? Pour moi, c'est une question de langue. Ça peut être quoi encore? Ça peut être, je sais pas, en tout cas, comment le néonazisme en France, on peut le définir par des groupuscules d'extrême droite qui sont ultranationalistes, qui sont racistes. Est-ce que ça, c'est dans la culture ukrainienne? Est-ce que c'est dans le paysage politique où ça l'était, en tout cas avant le début de la guerre? Oui, pas du tout. Moi, je connais la Russie. Personnellement, je connais des fanats de football qui des skinheads à Russie. Et là, il y a beaucoup des néo-nazis comme ça. Même Navalny, le gars qui est dans la prison, qui potentiellement va reprendre le présidentiel après quand le Poutine sera mis en prison. Mais franchement, ce que je ne souhaite pas, que Navalny reprend le pouvoir, parce que lui, néo-nazi, il était dans la groupe des fanats de football qui sont en fait des skinheads. C'est les gens qui des racistes, des racistes dans le sens que ils voient un autre couleur, ils le tuent, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, en Ukraine, il n'y avait pas ce genre de mouvement. Chez nous, on respecte, en fait, les droits de chacun. Vous pouvez voir aussi les femmes au front aujourd'hui. Même mon entraîneur, elle est une femme, elle était docteur au front avant, maintenant elle est sniper. Et du coup, ça se décrit, en fait, nos valeurs, que nous sommes pour égalité, nous sommes pour la bonheur de vie de tous. Tu viens de parler de Poutine en prison. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois qu'un jour, l'Occident va arriver à attraper Poutine et à le mettre en prison? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt que soit d'une manière ou d'une autre il sera tué, ou alors il va vivre sa vie jusqu'au bout, et puis il est quand même pas tout jeune, et puis se balader dans le monde qui ne reconnaît pas le tribunal de la Haye, et du coup qui va certainement pas l'inquiéter? Moi, je réfléchis, en tant qu'architecte, je réfléchis toujours dans le voie juridique. Donc, moi, je préfère que lui, il sera mis en prison. Je souhaite pas la mort à personne, mais franchement, j'ai envie que lui, il disparaisse de cette planète dans le voie soit juridique, soit peu n'importe. Si l'Ukraine gagne, comme tu le souhaites, comme effectivement on peut le souhaiter pour le peuple ukrainien évidemment, que deviendra l'Ukraine? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une dette colossale, notamment liée à la guerre. Et comment est-ce qu'on se reconstruit d'un traumatisme comme celui que le pays est en train de vivre là,
Surtout si, imaginons, Poutine garde quelques zones occupées actuellement. Le traumatisme, déjà, psychologiquement, socialement, il est énorme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se déplacer, quitter sa maison, changer la vie complètement, de tout commencer de zéro, et c'est très grave. Déjà, deuxièmement, tous les combattants, tous nos batteurs, tous nos gens qui protègent aujourd'hui nous au front, c'est vrai que eux, ils ont besoin aussi d'une certaine réhabilitation psychologique pour pouvoir reprendre la vie. Tous les Ukrainiens sont touchés. Tous les Ukrainiens, même moi, situant en France, regardant les news, je vis cette année chaque jour dans le combat. Donc je connais toutes les histoires, en fait, toutes les grosses histoires qui se passaient, des histoires des familles, des histoires de toutes ces histoires. Donc on a vécu, en fait, tous les Ukrainiens ont vécu cette guerre passant au travers de soi. Et bien sûr, on a besoin tous au moins psychothérapie. Après, ça peut être bien sûr soutien des autres, soutien des alliés. Donc bien sûr que... Mais on est plus fort que ça. On est plus fort que ça. On va rétablir, on va se rétablir, on va reconstruire le pays, on va reconstruire notre culture dans le sens que on va continuer en fait être tous ensemble pour la vie plus saine, pour la vie sans voisins comme ça. Voilà. Sans voisin, ce serait quand même compliqué de faire disparaître la Russie. Mais... Oui, effectivement. Mais laisse-moi rêver de ça. Est-ce que du coup, tu penses que tu parles, et c'est assez frappant, c'est assez beau même de dire vous êtes plus fort que ça, en parlant évidemment des Ukrainiens. Est-ce que ça veut dire que c'est une culture qui est ukrainienne qui est forte? Oui, c'est la culture. Je pense que c'est vraiment... c'est dans l'ADN, il me semble, parce que vraiment cette guerre qui continue déjà depuis 100 ans, et on attend dans les chansons. Moi je vis maintenant j'écoute les chansons, ou je lis des poèmes, ou des lignes de nos poéticiens. Je lis en fait des lignes par rapport à la guerre, par rapport au combat. Par exemple, Shevchenko a dit «Bites ta poborete». En ukrainien, ça veut dire combattez et vous allez gagner. Donc, et là, c'était il y a 100 ans, quand c'était un plan de développement, encore un plan de début, en fait. Donc, c'est dans notre ADN de combattre contre la Russie, contre nos ennemis. Est-ce que tu penses que quand, en parlant de culture, du coup, les arts ont leur place aussi dans cette reconstruction et dans la construction de l'identité ukrainienne? Oui, absolument. Moi, je suis persuadé que l'art, c'est en même temps, c'est quelque chose qui peut être facilement prise par les gens, parce que c'est beau, c'est émotionnel, et ça transfère parfaitement le message. Et ça s'intègre bien sûr dans la partie inconsciente. Donc l'art peut être considéré comme un outil parfait pour soit rétablissement, soit une propagande. Donc il faut faire vraiment attention et dispatcher la vérité et la propagande. Il y a des œuvres ou des artistes qui t'ont particulièrement marqué, ukrainiens, qui t'ont particulièrement marqué ces derniers temps? Oh, la culture ukrainienne se développe comme le fleur sur le soleil. Aujourd'hui, on attend beaucoup des nouveaux artistes, des nouveaux musiciens, des nouveaux écrivains, vraiment des blogueurs sur YouTube. Vraiment beaucoup des Ukrainiens qui sont sortis de la machine russe, on va dire, de marché russe, qui sont en fait revenus et
qui sont en train de monter son expérience en Ukraine, en ukrainien, et aussi des nouveaux qui sont sortis parce que le marché est vide et du coup il se remplit, il remplit le marché. Et grâce à ça, nous voyons des artistes qui sont de très très haut niveau, national, ukrainien, et même en termes de niveau international, comme d'ailleurs Dark Dotes qu'on a vu ainsi il y a quelques temps en arrière. Il y a des millions d'Ukrainiens qui sont partis à cause de la guerre. Est-ce que tu penses que la plupart vont revenir en Ukraine ? Ou alors, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont réfugiés en Europe, que ce soit en Pologne ou dans d'autres pays. Est-ce qu'une fois, après avoir goûté à l'Europe, c'est difficile de retourner en Ukraine, qui tape à la porte de l'Union européenne, mais qui n'y est pas encore ? C'est une excellente question, Antoine. Aujourd'hui, je me pose même question et j'ai trouvé en fait une réponse. Je regarde même avec mon entourage, parce que je fais bénévole en tant que traducteur et pour toutes les questions bureaucratiques, des papiers. Donc, ce que j'attends en fait, à peu près 30% des déplacés ukrainiens ici sont en train de revenir en Ukraine. Ah, déjà ? Déjà, oui. Donc, il y avait 4 millions, il me semble 4 millions et quelques qui étaient dû se déplacer. Maintenant, 30% qui sont déjà revenus. De France, je parle. D'autres pays, je n'ai pas de statistiques. Et j'attends aussi également le retour sur les autres personnes qui sont ici, qui sont restées. Peut-être 10-15% les gens qui souhaitent s'installer en France, qui souhaitent ne plus bouger en fait, parce qu'ils ont des enfants, peut-être des enfants avec les besoins spéciaux, ou ils ont tout perdu en Ukraine, ils souhaitent pas revenir parce que ça le fait mal. Mais les autres, c'est beaucoup, vraiment 70% à peu près, qui souhaitent revenir en Ukraine. Mmh. Et parce que en fait, c'est pas parce que ici ça se passe mal. Non, parce que l'Ukraine c'est un pays où tu vis librement, tu parles librement, tu es entourné de tout ce que tu as l'habitude. Franchement, nous avons vécu une très bonne vie en Ukraine. C'était pas comme tu sais en Union soviétique, on a cette image détruite. Mmh. Non, c'est vraiment un pays en plein croissance, développement et vraiment beaucoup des choses comme développement informatique. On a des banques qui sont très qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, en France, il y en a déjà aussi des banques en ligne où tu peux appeler même dimanche, avoir une réponse. En Ukraine, c'est trop bien développé, en fait. Tu as vraiment une partie confort de vie est très, très bon. Du coup, les Ukrainiens ici, en France, la plupart des Ukrainiens souhaitent revenir en Ukraine. C'est pour ça, d'ailleurs, les Français, beaucoup des Français nous confondent avec les autres réfugiés, en fait. Les réfugiés comme des Afghanistan, des Iraniens, qui sont dû en fait se déplacer, qui souhaitent plus revenir chez eux. Nous sommes un peu différents en fait. Nous souhaitons revenir en fait. Là, on est vraiment hébergés et temporaire. C'est pour ça les Ukrainiens ne souhaitent pas apprendre français, s'intégrer. Certains souhaitent juste pour profitant que on est là et on peut apprendre français. Mais le but c'est de ne pas en fait s'intégrer dans le pays, en France. C'est vraiment de survivre et puis revenir. Il y a un président en Ukraine que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle Zelensky, qui est là depuis 2018, si je ne me trompe pas. C'est un président un peu particulier, puisque, on le sait maintenant, il ne vient pas du tout du milieu politique. C'est un ancien acteur à succès, plutôt populaire. D'ailleurs, j'ai lu il y a quelque temps que sa série à succès était un des plus grands succès en Russie. Ah oui. C'est quand même assez drôle. Donc j'imagine que la série a dû être censurée depuis, mais c'est quand même particulier d'avoir un président qui est un acteur et qui n'est pas un homme politique. Surtout quand on a une crise comme ça à gérer, non ? Ça fait pas un peu peur ?
Ça fait pas du tout peur. Moi et mon peuple le fait confiance parce qu'il a déjà prouvé ses capacités, que lui, il est un homme très très fort, très, on va dire, il a montré toutes ses capacités de communiquer. Déjà, le premier. Donc, je pense que le côté acteur et le capacité de communiquer, c'est pour ça il a trouvé un accord avec les alliés pour avoir les aides, pour avoir toutes les armes nécessaires pour gagner cette guerre. Deuxièmement, lui, il a fait son carrière en Russie, comme j'ai dit. Avant, en Russie, il y avait un grand marché. Et du coup, on a travaillé avec eux parce que nous, on comprend russe. Bien sûr que les Russes ne comprennent pas ukrainien du tout, mais nous comprenons russe, nous parlons russe. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nos artistes sont rendus en Russie parce que le marché est plus grand, il était plus grand. Et du coup, on a travaillé là-bas. Et même Zelensky, qui a fait les films là-bas, qui a travaillé pour le marché. Maintenant, bien sûr que lui, il reconnaît que c'était pas bon, en fait. De travailler avec eux, mais on ne savait pas. On ne savait pas que ça va aller jusqu'à là. Du coup, lui, il a fait sa carrière qui lui permettait aujourd'hui de rapporter chaque jour, parce que lui, il rapporte chaque jour sur YouTube, il rapporte chaque jour depuis déjà 480 jours, il me semble, la guerre qui dure déjà. Donc 480 vidéos qu'il était filmées chaque jour. Parfois c'est 2, parfois c'est 3, parfois c'est 2 conférences, mais il rapporte chaque jour. Donc je pense que cette capacité de rapporter, parce que lui il n'était pas que acteur, il était aussi gérant de... Producteur, oui. Un producteur, Ouais. oui, effectivement. Il avait toute cette système à gérer. Donc lui il sait comment gérer les systèmes. Et on voit que lui aujourd'hui il gère un système de politique parfaitement. Donc on lui fait confiance. Il est un très bon politicien déjà. Moi, je ne veux pas qu'il va lâcher son pouvoir parce que il faut, chaque 4 ans, il faut le choisir. Et je veux qu'il reste encore. J'ai peur qu'il va partir. Ouais, il sera peut-être fatigué après ce qui se passe en ce moment. À un moment, il faudra peut-être qu'il donne la main. Mais du coup, Zelensky président, Zelensky acteur, et chef de guerre, on l'a assez entendu depuis plus d'1 an. Mais c'est aussi lui qui représente l'espoir d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est le destin de l'Ukraine d'être attachée à l'Union européenne ? Et est-ce que, sans forcément rentrer dans les détails techniques de la chose qui sont quand même assez compliqués, mais est-ce que c'est la place de l'Ukraine d'être dans l'Union européenne ? Et du point de vue européen, français, comme tu peux l'avoir, mais du point de vue ukrainien aussi, est-ce que c'est logique ? Oui, absolument. On veut être dans l'Union européenne. Ça, c'est notre choix. Ça, c'est notre choix depuis 2014, même plus avant. Du coup, nous sommes persuadés, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous devons faire une victoire, finir la guerre et reprendre la vie normale. Mais par la suite, pour reconstruire le pays, pour revenir à une vie normale, pour tout reconstruire, nous devons avoir un système. Et un système qui est dans l'Union européenne, aujourd'hui, il est un des meilleurs. Un système culturel, un système écologique, un système financier, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a besoin, en fait, un partenaire fort comme l'Union européenne pour nous remettre sur les pieds, pour pouvoir reprendre la vie normale, pour pouvoir se développer déjà dans le cadre de l'Union européenne. Rentrer, ou en tout cas se rapprocher de l'Union européenne, c'est évidemment tourner le dos à la Russie, mais en fait c'est tourner le dos à toute une partie du monde, y compris la Chine. Est-ce que tu fais un parallèle entre la Chine et la Russie, en sachant que la Chine a aussi un pouvoir d'investissement, notamment dans les ports, etc., qui est assez colossal et dont l'Ukraine pourrait avoir besoin ? Culturellement, on n'est pas du tout Chine, parce que je sais qu'en Chine, aujourd'hui, ils sont quand même un système de communisme. Et on voit qu'on n'est pas du tout regarde dans ce sens. Donc, l'Europe, c'est notre choix.
Nous développons un parallèle avec l'Europe aujourd'hui. On veut se développer ensemble dans le cadre de système. Je vois en fait sur les rues de Kiev, je vois les gens complètement européens. Moi, j'ai vécu depuis 18 ans en France et je vois les gens sont déjà très européanisés. En fait, ils sont vraiment les valeurs, la liberté, le bonheur de la vie et aussi les systèmes. Donc, ils travaillent beaucoup. Ils sont, ils sont conscients que il faut travailler beaucoup pour générer en fait le pouvoir d'achat, pour vivre bien. Du coup, là, ce que tu décris, c'est une démocratie libérale. Donc pour toi, pareil, là, au même titre que le communisme est forcément totalitaire, si on raccourcit comme ça, du coup, la démocratie est forcément libérale. Je suis pas politicien. Je peux comprendre que bien sûr le choix entre capitalisme et le libéralisme, on va dire, elle est évidente. Donc qui nous sont droite ou gauche, ça je ne sais pas. Moi je sais que on va dire la vie correcte, la vie bonne, se trouve quelque part au milieu. Donc je pense que le capitalisme, c'est quelque chose qui marche. C'est une des formes qui est fonctionnelle aujourd'hui, un des meilleures existantes, on va dire, avec ses défauts. Oui, je suis aussi persuadé que démocratie, c'est aussi le système, le régime qui nous amène en fait dans la partie, dans la vie qui peut être considérée comme une vie qu'on choisit nous, donc un peu libérale. Donc je pense que mon choix sera quelque part au milieu. Mais est-ce que justement capitalisme, libéralisme amène pas fatalement à une forme d'impérialisme et donc à la guerre ? Oui, certainement, ça peut amener, effectivement. C'est pour ça que j'ajoute un peu de capitalisme dans ce cocktail. Alors, est-ce que, donc toi, tu vis, en tant qu'Ukrainien, tu vis une guerre depuis de longs mois maintenant. Quand on vit une guerre, évidemment, notre rapport au monde doit être complètement bouleversé et change complètement. J'imagine que des guerres qui se passent ailleurs dans le monde et qui ne concernent pas forcément directement l'Ukraine te touchent différemment. Oui, effectivement. Je ne serai pas le même. Je serai pas la même personne maintenant. Bien sûr que je continuerai toujours après notre victoire. Je vais continuer, bien sûr, mon parcours bénévolat. Donc, je vais continuer, je vais choisir les profilés différents, bien sûr. On verra bien. Mais certainement, je regarde maintenant que je vois les besoins des autres aujourd'hui, les enfants en Afrique qui n'ont pas d'eau du tout, qui n'ont pas de nourriture. Je vois des crises partout. Donc, je vais continuer le sens de bénévolat, effectivement. Et bien sûr que ma vision, elle est beaucoup plus structurée. Je comprends comment on peut aider, faire 1, 2, 3 et avoir résultat. C'est comme quand on fait un don, quand on fait un post sur Instagram, quand on fait un podcast, quand on amène une voiture au front, quand on fait juste un éclaircissement pour une personne qui a écouté la propagande. Donc chaque mouvement, chaque action est très importante. Donc maintenant, je connais ces valeurs de chaque action et puis il faut les appliquer. Et tu vas continuer à te battre pour ces valeurs-là, même à coup de petites actions et de petits combats gagnés. On a parlé de l'histoire et de la culture des arts en Ukraine. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la langue ukrainienne, surtout que tu as la chance du coup d'être russophone et ukrainophone. Voilà. Quelles sont les particularités de cette langue qui du coup a priori est parlée qu'en Ukraine? La culture, tu veux dire? La langue, sur la langue, et donc par les presque 45 millions d'Ukrainiens. De mon côté, j'essaie donc toute ma vie, j'ai parlé russe. Entre ma famille, mes amis, à l'école, tout était en Russie, sauf langue ukrainienne quelques heures par semaine. Donc maintenant, j'ai pris la décision de passer en ukrainien. Donc aujourd'hui, je parle ukrainien avec Depuis mes un amis. an.
Depuis le début de la guerre. Depuis depuis la Grande Guerre, on appelle ça. Le début de la guerre, il était quand même en 2014 pour nous, mais depuis la Grande Invasion, oui, effectivement, je suis swatché sur ukrainien. Maintenant, je parle. Bien sûr, je connais pas tous les mots en ukrainien. J'apprends en fait. Heureusement que j'ai des amis qui parlent ukrainien facilement. Ils m'apprennent, donc je parle chaque jour avec les amis qui parlent ukrainien et j'apprends. C'est une langue qui est très très douce, qui a des tonalités un peu plus fluides, un peu comme français. Un peu plus agréable à écouter, pas comme le russe. Le russe, c'est parti free là. Ça commence à se voir. Oui. Est-ce que tu penses en ukrainien? Oui, je pense que je pense en ukrainien, effectivement. Je pense en ukrainien et un peu en français quand même, parce que j'ai vécu une bonne partie. Tu vis en France et tu parles français toute la journée. Oui, je travaille en français. Quand on pense en ukrainien, du coup, on sait que selon la langue dans laquelle on pense, la pensée se forme différemment. Et du coup, les images, quand on rêve, nous viennent différemment. Tu arriverais à décrire ce que ça change, du coup, chez toi, en ukrainien? Quand je parle ukrainien, j'ai toujours une sensation d'être un peu libre, tu vois, comme je suis en plein, soit dans la forêt, soit sur le champ, il y a le soleil, il y a quelqu'un qui danse. C'est un peu, ça me fait un peu bien, en fait. C'est un peu de l'amour, un peu de la joie. Et oui. Comme ce qu'on pouvait voir sur les affiches de propagande communiste. Ah ouais. C'est une provocation. Ah, non, sur les affiches, c'est plutôt vodka et voilà, et travail dur pour un roi. Ouais. Est-ce que tu saurais dire ce qui est ta plus grande fierté en tant qu'Ukrainien? La fierté, je vois aussi, là je vois. Je vis une année dans la sensation de fierté pour mon peuple, pour les combattants. Je vois pour chaque combattant, c'est une fierté. Tu sais, la première image qui m'a là sortie dans ma tête, c'est un combattant ukrainien qui était prise par les soldats russes, qui se sont dit tu peux dire ton dernière parole. Et lui, il a dit Slava Ukraini. Il a tiré, c'est un héros. C'est un héros. Et il doit y en avoir plus d'un des héros, du coup, dans cette guerre et avec ce qui se passe ces derniers temps. Oui, chaque Ukrainien, il est un héros pour moi aujourd'hui. Est-ce que, alors imaginons, le monde entier nous écoute ce podcast, écoute ton récit, écoute ce que tu as à dire en tant qu'Ukrainien et sur l'Ukraine et sur le monde. Qu'est-ce que tu as à adresser au monde ? Au monde. Cher monde, aujourd'hui je veux vous adresser les paroles, en fait, mes paroles de mon peuple, on va dire. Je suis, en tant qu'Ukrainien, on vous remercie énormément pour cet soutien que vous nous donnez pour chaque action, votre action. Combien de personnes vous avez hébergées, combien vous avez aidé, combien vous avez fait des bons gestes sans attendre en fait le retour. Parfois même on le voit pas, mais on sait que vous nous aidez et vous sachez que on va battre jusqu'à bout, on va gagner cette guerre et on va reconstruire un monde et on va vivre tous dans bonheur et paix. Alors, il y a une traditionnelle petite liste de questions à la fin de cette émission, de cet entretien. L'idée, c'est de répondre du tac au tac le plus vite possible. Mais là, on peut doubler et corser un petit peu la chose. C'est que ces questions-là sont adressées à toi, Dimitri, et ta vie, et voilà, et tu parles de ton endroit, mais que tu prennes la parole aussi pour justement les Ukrainiens. Okay, donc il y aurait deux réponses, un pour les Ukrainiens et un pour toi. Une pour toi. Ok. La première question, t'es prêt? La première question, un mot qui résume le parcours de ta vie. Architecture. Architecture, et pour les Ukrainiens?
Aussi architecture. Et oui, les piscines. Oui. Ça donne envie d'aller en Ukraine pour voir les piscines. Oui, je compte aller, oui. Un film ou un livre qui fait écho à ton parcours de vie. Éco, ça veut dire Qui écologie. qui te rappelle ton parcours de vie. C'est des fleurs pour El Géron. Et pour les Ukrainiens, c'est Shevchenko. Voilà, Shevchenko. Un message à adresser au petit Dimitri quand il avait 3-4 ans. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui ? Sois pas peur, je suis là. Et pour l'Ukraine début des années 90, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Боріться та поборете. Ce qui veut dire n'aie pas peur, je suis là. Non, ça veut dire que combattez et vous allez gagner. Très bien. Un message de toi, Dimitri, maintenant, à toi dans 50 ans, au vieux Dimitri, qu'est-ce que tu auras à lui dire ? Prends ton temps, tout va bien, relax. Qu'est-ce que tu as à dire à l'Ukraine dans 50 ans ? Vous êtes dans bonne voie, continuez. Un dernier mot pour la route ? Bim bim. Merci beaucoup, merci Dimitri, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir livré tout ça pendant cet entretien, merci. Je te remercie Antoine aussi, c'était un vrai plaisir de répondre à tes questions. Je te souhaite un bon succès pour ton podcast et à tous nos chers écouteurs, très bonne journée ou soirée selon ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez. Merci beaucoup. La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Helloasso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.